Mais Wave, regardez Wave. Non. Non, excusez-moi, mais comment Orange Money et les autres c'était trop à l'aise en fait. Mais Wave est venu avec une proposition de valeur assez costaud. Pousseur. Un pousseur. En fait, il n'y a rien quoi. Et moi, je pense même qu'à part ces 1%, l'expérience utilisateur même qu'on a est totalement différente. Dans le milieu francophone, avant de travailler avec un nouveau prestataire, c'est à la limite qu'on va te demander déjà qui est-ce que tu connais. Il fait que avant de boucler un deal, tu peux passer 1, 2, 3, 5 mois juste pour gagner la confiance déjà. Alors qu'au Nigeria, c'est beaucoup plus. J'essaie avec toi. Si je me rends compte que ça ne fonctionne pas, je passe à autre chose au fait. Bonsoir, C'est bon, Aoud. Comment tu vas? ça va. Ouais, moi aussi ça va super. Premier épisode de Rising Classic. En fait, Enfin, hein, faut dire que on vient de loin. On vient de loin. La première fois qu'on a tenté d'enregistrer, bon, on a eu pas mal de soucis techniques. et là, je t'ai attaqué. Donc on a été attaqué. Du fort. On ne va pas retrouver. Ouais. En tout cas, là, je suis avec deux personnalités, deux personnes assez importantes dans l'écosystème C'est exact. startup. Je vais la laisser se présenter avant de parler un peu du programme. Voilà. Donc, Ouais, d'accord. Donc, salut à tous, Michael d'en haut. Que dirais-je? Je suis là pour accompagner les entrepreneurs. Donc, je pense que c'est un bon résumé de ce que je fais. Et voilà, je pense. Je vais laisser l'autre y aller. Ok, c'est la même chose. Moi, c'est Deste Ouattara. Je suis supérieur à Codeline et je confère on accompagne les entrepreneurs à pouvoir recruter au fait des talents à travers l'Afrique. super. Moi, je suis Alex Zambi. J'ai monté une startup au Ghana. Je suis aussi Chief Marketing Officer de Lewa Space et aussi manager de Lewa Space, qui est un podcast studio, en même temps un espace de coworking ici à Abidjan. Donc, comme j'ai dit, nous allons parler dans ce premier épisode, on va commenter ensemble les levées de fonds des startups, spécialement dans le monde francophone. Après, en deuxième lieu, on va parler aussi des difficultés. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de startups francophones qui lèvent des fonds comparé en fait à nos frères du monde anglophone, du Nigeria et du Ghana? Enfin, je vais aussi résumer les différents points qu'on aura élaborés dans le podcast, juste pour que vous ayez la mémoire fraîche à la fin de l'épisode. Et voilà, donc on espère que ce sera un échange assez enrichissant. On espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez appris un peu notre point de vue et des chiffres assez intéressants. Donc là, moi, il y a un chiffre qui me parle et j'ai envie de poser la question directement à Dao, à Michel, voilà, qui est quand même aussi qui est un VC. Même s'il n'aime pas trop qu'on dit on l'appelle VC, mais voilà, ici connaît. Bon, on va dire il y a eu 87 deals en 2024 dans le monde des startups francophones. 87 deals. Et le montant total levé, c'est 196,6 millions de dollars, dont 139 millions en equity et 57 en dette, dont 7 millions en dette. Mais lorsqu'on compare ce chiffre-là à nos frères du Nigeria et du Ghana, est-ce qu'on n'a pas un peu honte? Qu'est-ce qui se passe? Un peu honte, je te dirais que on n'est juste pas sur la map. Bon, sur la carte, on dira. On ne nous considère pas forcément comme des marchés assez intéressants. Et on te dira aussi qu'il y a certaines raisons que les gens vont donner, hein, que les VC vont donner. Une raison, on parle français. Bon, malheureusement, on n'a pas contrôlé cela. Et même malheureusement aussi, le fait est, la plupart des VC, en Afrique en tout cas, sont soit, comment je vais dire ça, étrangers. Et quand je dis étrangers, ça veut dire soit des États-Unis ou de UK, ce genre d'endroit. Et donc, ne parlent qu'anglais. Et encore, même les VC, encore, je vais dire africains, eux-mêmes ne viennent que de pays anglophones. Donc, finalement, c'est difficile, par exemple, pour eux j'ai envie de dire, relativiser ou simplement se connecter avec un founder ou un fondateur qui vient de la Côte d'Ivoire ou bien d'un pays francophone. Donc, déjà, à ce point, il ressort souvent. Aujourd'hui, tu verras que certains essaient de faire des efforts. En tout cas, pour les startups qui en ont déjà,
entendu parler. Il y a eu plusieurs meet-ups de certains VC qui sont venus à Abidjan pour en parler et tout ça, pour essayer de, tu vois, voir un peu ce qui se passe. Et puis, deuxième truc, c'est quoi? Finalement aussi, il faudrait voir que l'économie ou le marché ne le connaissent pas tellement bien. Comparé au Nigeria, peut-être que ce que je vais dire va frustrer. En tout cas, mes frères nigérians ou anglophones qui comprennent le français. Mais le Nigeria, aujourd'hui, il y a une certaine hype. Il y a une grosse hype actuellement. Et cette hype-là, malheureusement, n'est pas encore descendue. Donc, comme elle n'est pas encore descendue, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme, cet endroit, on parle anglais. 2, ça fait près de 5 ans aujourd'hui que ce pays-là a connu de très belles startups, hein, quand on parle de Paystack et autres, et qui ont eu des exits, même, qui ont eu des sorties. Finalement, on se dit peut-être que c'est là-bas réellement L'Eldorado. l'Eldorado. Ouais. Donc, il est difficile de regarder Ailleurs. ailleurs. Ouais. Super. Tu vois. Mais selon moi, est-ce que ce n'est pas aussi se dire, est-ce que ce n'est pas être victime? Qu'est-ce que les francophones ont fait? Parce que nous sommes tous en Afrique, hein. Voilà, qu'est-ce que les francophones ont fait? C'est vrai que tu as parlé de l'anglais, tout et tout, mais quand on regarde peut-être la France, en France, on pense qu'il y a quand même un écosystème assez solide. Je pense, hein, je me dis, avec Station F, il y a pas mal d'incubateurs. Mais pourquoi dans les pays francophones, ici, on va dire en Afrique, il y a encore cette réticence-là? Parce que les mêmes contenus qui sont en anglais peuvent être aussi consommés par les francophones pour développer leur talent et créer un écosystème qui sera quand même un peu attractif. Donc, je vais poser la question à Dester. Selon toi, qu'est-ce que les francophones ont raté dans ce boom digital? Voilà. Je vais prendre aussi un exemple, hein. Mais je vais dire, à ce niveau-là, il y a un souci au niveau de la prise de risque. Dans le milieu anglophone, le risque est beaucoup plus accepté. Les gens prennent au fait, faire une carrière dans le corporate, c'est pas forcément la panacée à tout. Donc, les gens sont beaucoup plus entrepreneurs. Et là, par exemple, je me souviens lorsque j'étais au Ghana et que j'avais à dealer directement avec mon premier client Naija, pour moi, ça a été un choc au fait. Parce que j'ai dû me déplacer par au bureau, tout ça, rencontrer déjà le client. Et on a discuté et en moins de 3 minutes, on a bouclé le deal. Wow. Il dit, OK, voici mes services, temps. Il a présenté les affaires et il m'a dit, OK, il n'y a aucun souci. Il me fait un mail et lorsque j'arrive à la maison, j'aurai le mail et on pourra commencer à travailler. Je me suis levé, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui est étrange au fait. Ouais, C'est trop beau pour être vrai. voilà. Donc, à ce niveau-là, les entreprises au Nigeria, c'est beaucoup plus simple pour elles d'essayer de travailler avec de nouveaux prestataires. Dans le milieu francophone, avant de travailler avec un nouveau prestataire, c'est à la limite qu'on va te demander déjà qui est-ce que tu connais, avec quelle entreprise tu as déjà travaillé. On te demande une tonne de garanties qui fait que avant de boucler un deal, tu peux passer 1, 2, 3, 5 mois juste pour gagner la confiance déjà du prospect et à la fin pouvoir peut-être conclure. Alors qu'au Nigeria, c'est beaucoup plus. J'essaie avec toi. Si je me rends compte que ça ne fonctionne pas, je passe à autre chose au fait. Ah, super. C'est aussi un mindset à féliciter parce que, on va dire, l'entrepreneuriat, c'est aussi les risques. C'est aussi voilà, les risques. Tu as peur de prendre les risques, tu as peur d'échouer. Bon, ton succès peut être aussi mesuré. Mais je disais tout à l'heure que, bon, en Afrique francophone, on a levé près de 200 millions. Et j'ai dit que ça faisait un peu honte. Mais on peut essayer de comparer, savoir ce que ça représente dans toute l'Afrique. En 2024, est-ce que tu as des chiffres voilà, qui peuvent documenter, qui peuvent nous permettre de comparer ce qu'on a levé en Afrique francophone C'est ça. et l'Afrique anglophone? Donc, je dirais que généralement, les levées de fonds sont en baisse. Ça, c'est général. Hein. Donc, généralement, c'est en baisse. Je crois qu'au niveau mondial, ça s'est stabilisé, mais généralement, c'est en baisse, surtout en Afrique, tu vois. Donc, si c'est en baisse, cela veut dire que, bien sûr, chez nous, ça va descendre aussi, bien sûr, tu vois. Maintenant, en termes de chiffres, les chiffres, dépendamment de qui donne les chiffres, ça va différer. Pourquoi? Tu vas prendre des databases, bases de données comme Africa the Big Deal. Là-bas, on nous dit, quand tu parcours toute ta base de données, tu ressors avec 2,2 milliards de dollars que toute l'Afrique a levé. Wow.
Donc, tu vois que 200 millions de dollars dans 2,2, c'est Très quoi? peu, c'est C'est rien du tout. rien enlevé. Et, et en plus, il y a juste 4 pays qui arrivent à attirer 84% de funding. 4 pays, C'est 84%. pays dans les Bon, beaches, les villes. les usages suspects, hein, pour Kenya, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ouais, quand même, ce sont des Là, ils cannibalisent, au fait, le funding, au fait. Parce qu'à part l'Égypte, on se rend compte que l'Afrique anglophone domine quand même. Bien sûr, bien sûr. Wow, super. Et là, on a eu un focus un peu sur, on a fait des comparaisons entre l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone. Mais on va chercher aussi à savoir quelles sont les difficultés. Vous avez parlé tantôt de la barrière de la langue, tout et tout. Mais est-ce que il n'y a pas des investisseurs qui parlent français? Est-ce que la langue est en réalité une barrière? Parce que généralement, je me dis, quand on est une start-up, bon, les chiffres n'ont pas de langue, hein. Voilà, on dit que les VC ils s'intéressent beaucoup plus aux chiffres. C'est ça. Qu'est-ce que ton application permet de faire? Parce qu'on voit que Jamo, bon, aucun des cofondateurs n'est anglophone. Ils sont bilingues, c'est vrai. Ils ont un parcours. Ok. Ah, mais tu bois un peu et que tu l'emmener quelque part, alors que c'est, il sait pas, il sait pas, il sait pas. Ils ont un parcours, c'est vrai, mais je veux dire, quelles sont les difficultés? Et quand on se met dans la peau d'un francophone qui ne parle pas anglais, donc est-ce que ça veut dire que bon, il peut plus jamais lever, il doit forcément bootstrapper? Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Parce que c'est vrai que j'ai parlé de l'anglais, c'est surtout en rapport avec le nombre de VC, euh, disons, disponibles. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Mais il y a des VC francophones. Tu vois, il y a des VC francophones. Les VC francophones, je pense, aujourd'hui, on a plusieurs. Hein. On a Ring Africa qui est arrivé. On a Savio qui est là. On a Comway Capital aussi qui essaie de faire des choses. Tu vois. En fait, moi, c'est surtout en termes du nombre, ou même si tu veux, ce type de VC francophone là, qui est là, qui arrive à communiquer avec nos fondateurs, je dirais. Ce nombre-là, malheureusement, il n'y en a pas tellement. Tu vois. Maintenant, je dirais que l'une des choses aussi, on va dire, je viens de dire, il y a une différence de mentalité. Je pense que tu parlais de mentalité tout à l'heure entre le fondateur anglophone et le fondateur francophone. Parfois, bon, après, peut-être ils vont nous tuer dans les commentaires, mais parfois, en fait, le fondateur francophone aussi s'attend parfois à se dire, j'ai mon idée et je pense que je peux aller chercher des fonds. Donc, tu remarqueras qu'il y a vraiment très peu qui arrivent vraiment à avoir une traction qui nécessite Une levée. VC Funds, Ouais. une levée de fonds. Tu vois. Il y en a très peu. Et là encore, je dirais que malheureusement, nous, on n'a pas cette culture-là je vais dire quoi, de la start-up en tant que telle. Donc, ce qui fait que par nos pitch decks, nos présentations, en fait, même le langage qu'on utilise parfois, ça ne cadre pas avec le VC. Il te regarde, il se dit, bon, ok, ce que tu dis, c'est intéressant. Mais finalement, il va vouloir attendre un peu pour voir ce que tu vas faire sur le terrain. Exactement. D'accord. Donc quand je t'écoute, je me dis en fait que c'est peut-être l'écosystème, ce n'est pas seulement la langue. La langue fait partie de... Bon, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il y a aussi des VC qui sont francophones. Donc peut-être que l'écosystème n'est pas assez solide dans nos pays francophones, parce que pour comprendre un peu comment ce système évolue, il y a un langage qu'il faut parler. Exactement. Voilà. Bon, on n'a pas toujours la notion de ce que c'est qu'un MVP, traction, bon, tu vois, tous ces concepts qui sont purement start-up. Bon, j'ai regardé beaucoup de vidéos de YC, C'est une blague. beaucoup de vidéos de YC. Donc, bon, j'ai un peu les concepts. Mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est l'investissement ou bien est-ce que c'est montrer qu'il y a assez de talent en Côte d'Ivoire ou dans notre pays francophone pour que des gens puissent s'intéresser et construire l'écosystème, qui connaît un peu plus d'incubateurs, parce que c'est eux qui forment. Tout à fait. Voilà, c'est vrai qu'on peut avoir une idée, se dire que, ok, bon, voilà, je vais lancer mon idée, je vais coder, je sais coder en PHP ou je sais pas. Mais après aussi, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui comptent. Il y a l'aspect business, comment est-ce que tu communiques, il y a l'aspect produit même. Est-ce que le problème que tu veux résoudre, voilà, c'est vraiment ça que tu dois résoudre. Donc, moi, en fait, la question que je veux poser, comment est-ce que on dynamise en fait l'écosystème? Ok.
Je pense qu'à ce niveau-là, il y a 2 points que tu as pu faire ressortir. Il y a déjà la relation avec les investisseurs. Ok. Il y a déjà une relation qui peut être tissée sur des années parce que c'est plus ou moins un petit milieu où tout le monde se connaît. Exactement. Donc, il faut pouvoir déjà discuter avec des investisseurs, leur présenter ton projet, discuter avec eux. Vous allez voir à chaque fois dans les after-work ou souvent pour ceux qui ont la possibilité de voyager, vous rentrez dans d'autres lieux. Et c'est à ce niveau-là qu'ils pourront en fait prendre des nouvelles au fait de l'idée sur laquelle tu travaillais, voir en fait l'attraction, comprendre en fait si tu as pu peut-être régler le problème que lui a détecté en amont. Mais souvent, on est beaucoup trop focalisé déjà sur l'argent. Au lieu de déjà prendre des feedbacks de l'investisseur, savoir réellement pourquoi il n'est pas réellement intéressé à prendre ce projet. Et surtout, en amont, savoir que chaque VC a une certaine activité qui l'intéresse. Un VC qui est vraiment de la fintech, qui investit seulement que dans la fintech, si tu es de l'éducation et que tu viens discuter avec lui, c'est pas son corps de métier. Il ne va pas forcément la bonne cible, mais il pourra forcément te donner Des feedbacks. feedback. Et un deuxième point, c'est le capital humain. Le capital humain. Déjà, lorsqu'on regarde avec le Nigeria, ce qui est intéressant, c'est que il y a déjà la première génération de ceux qui ont créé Paystar, Flutterwave et tout cela, qui sont venus d'ailleurs, des États-Unis, du Canada, et qui sont arrivés, qui ont pu construire ces géants. Mais ils ont pu former des collaborateurs qui ont travaillé avec eux, qui ont pu voir c'est quoi une startup qui est scalable et pouvoir comprendre comment scale en Afrique. Et ces collaborateurs-là, lorsqu'on regarde, ils ont eux-mêmes lancé leur propre startup parce qu'ils ont bien appris et ils ont été souvent même financés par ces dévanciers-là. C'est ce qui manque réellement ici pour le moment. Il y a des premières startups qui ont déjà émergé, mais il n'y a pas encore ces employés qui décident de eux-mêmes se lancer. Et c'est là le blocage. Ok. Tu sais, je pense que l'un des éléments aussi qu'il faudrait voir, c'est que euh, l'univers startup ou l'écosystème startup réellement, en Côte d'Ivoire, je dirais, plus qu'on est en Côte d'Ivoire, comparé au Nigeria, ça vient de commencer en réalité. Ouais. Ça vient de commencer. Et moi, réellement, en même temps, on en parle, c'est vrai, on parle du fait que les fondateurs pardon, ne parlent pas le langage de VC, ne sont pas forcément formés à comment présenter et autres, mais réellement, on vient de commencer. C'est réellement qu'on est, on va dire, si tu veux, où le Nigeria était avec SpaceTac en 2017, 2016. C'est maintenant nous, en fait, en réalité. Oui. On a cette terre en réalité en Afrique francophone. Donc, ce qui veut dire que, on a besoin de signaux. Et quand je parle de signaux, je veux dire de quelque chose qui a marché, qui a tellement bien marché, que ça montre aux investisseurs que, écoutez, apparemment, ces marchés qu'ils ont là-bas sont aussi intéressants que les marchés nigérians. Et c'est ce qui a bien marché avec les Nigérians, par exemple. Je prends juste le cas de Paystack. Quand Paystack a eu ses 200 millions de dollars, la ruée qu'il y a eu sur le Nigeria en termes d'investissement, Ouais. c'est crazy en fait. Ouais. Donc en réalité, je pense que pour nous, comme tu as parlé de capital humain, super. Et je me dis, ça, par exemple, ça va venir avec le temps. Dans le sens je prends des entreprises comme Jamo, qui sont en train aujourd'hui de faire, je ne peux pas dire petit bonhomme de chemin, mais quand même, c'est Jamo, tu vois. Non, C'est sauf folie, tu vois. Donc, on aura sûrement certains de leurs alumni qui vont sortir, vont se dire, écoutez, j'ai vu un problème que j'ai envie de régler. Et ce qui m'a plu, je crois, une fois, Régis, le CPO, le cofondateur de Diamant en parlait, ils sont prêts à investir. Bien sûr. Ils sont très prêts à investir. Donc finalement, je pense que ça va venir. C'est juste que je pense qu'on doit en parler. On doit les pousser. On doit leur montrer que c'est possible aussi à leur niveau. Parfois aussi, on a cette peur-là. Bon, c'est simplement francophone. Hein. On a cette peur-là de quitter notre confort, notre zone de confort, et se lancer. Parce que vraiment, la startup, ça fait peur. Ouais. Et ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que ce que vous dites tous les deux, c'est vrai parce que j'ai certains amis aussi qui sont à Jammu. Et comme je vous ai dit, je suis d'un groupe Tech République, voilà, en tout cas, je parle de start-up. Et vraiment, je vois cette volonté de certains dévanciers comme Régis et d'autres d'aider en fait les nouveaux talents.
S'ils ont envie qu'il y ait des initiatives qui sont sérieuses. Donc, c'est l'occasion en même temps de parler de Rising parce que nous sommes 3 jeunes. Bon, chacun a eu à faire au moins sa start-up, son petit bonhomme de chemin. Bon, il y a eu peut-être C'est léger demain. C'est léger. C'est le militaire qui fait qu'ils ne sont pas encore présentés. Sinon, C'est léger, pardon, c'est léger. Ils ont quand même fait. Ils savent un peu c'est quoi faire une start-up, ce que ça demande. Donc, voilà, après, ils se sont lancés ailleurs aussi. Ils ont, voilà, comme Michel qui ne veut pas bien se présenter, mais c'est pas, c'est Ça va venir, non. c'est pas bien grave. Donc, ce que je veux dire, c'est que je vois souvent l'initiative de Régis qui booste, hein, qui booste certains de ses collaborateurs, qui dit comme ça que celui qui va lancer la première application dans Jammoo, il est prêt à financer de lui-même sa propre. Bon, je sais pas si c'est des amusements ou bien il dit ça vraiment, mais ça motive, ça fait ça motive un peu quand même. Et j'ai reçu une fois un de ses collaborateurs ici qui a une start-up de covoiturage, j'ai oublié le nom, mais c'était quand même assez solide, je veux dire, en termes de design, en termes de produit. La qualité du produit était vraiment bonne. Donc, comme tu as dit, je pense que c'est en chemin, c'est en train de venir. C'est l'occasion aussi pour nous d'aider en fait l'écosystème, de former avec peut-être ce qu'on aura à faire plus tard. Les programmes, aider, même si on n'a pas, on n'a pas levé des millions, mais on a quand même un peu de balance. C'est un point, pas pour nous retarder dans la discussion, hein, mais un point intéressant. Moi, je pense que l'un des trucs qui revenait avec vas-y, les VC et autres, c'est que nos marchés sont petits. Ah, Je suis d'accord avec eux. Individuellement, oui, c'est nos relax. marchés sont petits. Mais je pense que nous ne sommes pas contenants de nos marchés. Ok. Pourquoi nous ne sommes pas contenants de nos marchés? Parce qu'on a la chance d'avoir une certaine intégration de nos marchés. Ce qui fait que c'est relativement facile. Quand tu as vraiment bien, T'as tu as bien tué, hein, tu as bien tué quelque part, c'est relativement facile d'aller te déporter quelque part d'autre et aller tuer là-bas. Et je pense que c'est l'un des avantages qu'on a. Quand on regarde les Nigérians, la plupart d'entre eux, bon, la plupart des startups nigérianes restent au Nigeria. Oui. Et encore, je le dis, pour moi, c'est juste une hype. J'ai vraiment ce truc-là de... Je pense que le marché nigérien, à cause de ces 200 millions de personnes, est un peu trop overhyped. Mais en réalité, quand on regarde notre pays, c'est vrai que c'est petit. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de réellement bon, et je prends le cas de Wave, je sais qu'on va en parler un autre jour, mais Wave, regardez Wave. Non, Du Sénégal. non, excusez-moi, mais comment Orange Money et les autres c'était trop à l'aise en fait. Mais Wave est venu avec une position de valeur assez costaud. 1%. 1%. En fait, il n'y a rien quoi. Et moi, je pense même qu'à part ces 1%, l'expérience utilisateur même qu'on a est totalement différente. Ça n'a rien à voir. Je l'ai dit dans plein de vidéos. Je loue toujours les expériences de Wave parce que, regarde, on parle de 1%. Même si Wave faisait 3% ou 5%, même 10%, déjà, elle allait quand même aller. Parce que déjà, avec Orange Money, bon, avant, hein, quand tu te trompes, c'était compliqué. Quand tu te trompes de numéro dans des transactions, c'était compliqué. Avec Wave, on dit que dès que tu te trompes, tu reçois ton argent. Tu appelles le service client, ils sont là. Tu vois. Deuxième chose aussi, quand tu entres dans l'application, tu ne pouvais faire qu'une seule chose. Exactement. Envoyer, recevoir, tu vois, c'est fait ça tout le monde. Alors qu'Orange Money, il veut te faire facture, il veut faire... Regardez un peu comment Wave a évolué. Graduellement. Voilà, graduellement. Et après ça aussi, bon, j'arrive chez bon, je vais dire, tu es à l'agence, tu veux retirer ton argent, QR code, scan, bah, t'es fini. C'est après que Orange Money a fait ça, hein. Oui, Orange Money utilise. Ils utilisent, c'est la question. Il y a certaines personnes, même certains agents qui ne savent même pas qu'il y a QR. Exactement, en fait. Tu vois, Non, vraiment. on se dit que le marché francophone, moi, les gens en parlent comme ça, mais moi, je trouve que le marché francophone, c'est peut-être l'un des marchés où, si réellement tu as bien tapé, surtout qu'on n'a pas encore toutes ces grosses startups là, tu as bien tapé là. Mais tu as fait un jeton. Bien sûr. Wave même, on prend, vous savez la liste de YC. Wave est parmi les 50 entreprises qui brassent le plus d'argent. C'est énorme. Hein. Et c'est une entreprise qui opère en Afrique. Toutes les grosses entreprises, start-up nigérianes ne figurent pas dans cette liste-là. Wow. Donc regardez
Donc, quand je regarde ça, pour moi, c'est un peu. Je pense hein, que nos startups, en réalité, si elles avaient une réelle proposition de valeur, à la Jamo, par exemple, qui a, d'une manière fulgurante, en fait, a pris le marché. Mais attends, tu vas te faire de l'argent. Ok. Je pense que ce que vous dites, c'est assez intéressant parce que il y a déjà ces entreprises-là qui existent. Il y a déjà un certain nombre de capital humain qu'on a, ces différentes entreprises-là. Et ce que j'aime bien, c'est pourquoi j'aime beaucoup tourner à un studio, par exemple, c'est que tu rencontres vraiment des personnes qui travaillent déjà dans ces entreprises-là et qui ont l'impression qu'elles hésitent à sauter le pas. Du genre à trouver, au fait, peut-être l'associé idéal pour lancer un projet ou réussir à rejoindre en fait, une start-up de ce type-là. Et je pense que si on multiplie au fait ce type d'initiative-là, où les gens qui sont incorporés, qui ont des entreprises ou qui sont juste employés, peuvent juste venir dans un endroit où ils savent que il y a des entrepreneurs qui sont là et Les accompagner, pouvoir discuter avec eux, discuter avec comprendre en fait comment ça fonctionne et puis se dire, OK, pourquoi pas moi? c'est ça. Parce que il y a un pourcentage de personnes qui sont forcément attirées par l'entrepreneuriat. Et lorsqu'on arrivera en fait, à trouver en fait, les cas idéal, on pourra créer ces nouvelles success stories-là. Parce que je pense que lorsqu'on regarde le Nigeria, par exemple, les startups scale par state. Exactement, parce que. Moi, j'étais à Lagos, au parti à Abuja, au parti un peu. Et ça, ce qui fait qu'il y a très peu de startups nigériennes qui sortent du Nigeria réellement. Ouais. Lorsqu'elles sortent, c'est directement le Kenya ou l'Afrique du Sud. Et là encore, il y a très peu Ça d'exemples. tonne. Oui, il y a très peu d'exemples. Et celles qui sont arrivées, par exemple, en Côte d'Ivoire, soit à Paystack, Oui, mais je pense que ne sont pas très visibles. On sent pas l'impact. exactement. Elles sont présentes, mais On sent pas encore. c'est pas la même puissance qu'elles ont C'est pas- au Nigeria. Et moi j'ai appris que Flutterwave est venu, c'est un ami qui me disait ça, est venu en Côte d'Ivoire, me dit, mais j'ai jamais utilisé leur application. Il me dit, non, c'est parce qu'ils ont investi dans CNetPay. Exactement. En fait, ils font de manière indirecte. Ils ont des clients qui les connaissent très bien. Ils tournent, hein. Font vraiment du chiffre. Bon, Si on met bon. sur B2B, tu veux dire? Ouais, ils sont beaucoup plus en B2B. Ils n'ont pas besoin de trop parler, faire des actions marketing. Ils ont un Exactement. au Nigeria, ils ont un concurrent de taille. Hein. Ah oui, oui. Sans Paystack, sans Flutterwave. Donc, c'est assez différent comme approche qu'ils utilisent pour le moment. Voilà. Aussi, un autre sujet assez intéressant, c'est que si vous avez remarqué, toutes les startups qu'on a eu à citer sont en fait des fintech. Oui. Ça, c'est alarmant. Pourquoi est-ce qu'il y a, même quand on prend les chiffres de manière générale de toute l'Afrique, on voit que les investissements fintech sont vraiment loin devant. Oui. Tout à fait. Quel est le souci? Est-ce que c'est parce qu'on aime trop l'argent? Ou bien il n'y a pas de problème ailleurs, à part la fusion sexy? Pourquoi est-ce que c'est ça? Non, non, en fait, parce que Au fait, il a attaqué parce que c'est une fintech qu'il a lancée au départ. Non, ouais, je pense que c'est un souci parce que ça devient, ça devient saturé en fait. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre au niveau des fintech. Mais comme pour aujourd'hui, moi j'ai discuté avec quand même une dizaine de start-upers et la plupart d'entre eux, ce qu'ils veulent faire quand ils veulent lancer les start-up fintech, envoi, réception d'argent. Je te dirais que c'est là où il y a le besoin pour nos startups, ou bien pour nos startups, ou bien nous startups, de mettre un peu d'énergie, d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on voit en fait. Parce que si tu veux, je pense que peut-être l'un des soucis qu'on a, c'est qu'on aime s'arrêter à la surface. Ok. Et parfois, il faudrait peut-être, même pas peut-être, il faudrait en fait aller creuser pour pouvoir trouver le réel problème par rapport à la situation. C'est la chaîne de valeur. La chaîne de valeur. va juste être en Je haut. vois. Moi, je me dis, hein, souvent, ce dont je parle là, c'est soit payment aggregation, non, agrégateur de paiement, ou bien j'envoie l'argent à mon maman, excusez-moi, j'ai fait de l'envoi d'argent. Mais ça, c'est le classique en fait. Mais ça, c'est le problème classique qu'on rencontre. Ce problème classique là, très souvent, il est déjà très bien fait par d'autres acteurs. Bien sûr, des acteurs plus costauds Exactement. qui sont déjà là. Et tu verras que ça ne plaît pas, ces startups-là n'ont pas de plus-value réelle. Ouais. N'ont pas de plus-value réelle. Donc, je pense que, en fait, je dirais que le secteur de la fintech, en réalité, il est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense. Mais je pense que le problème, en tout cas, du cas que tu as pris, hein, c'est que malheureusement, en tant que startup, on ne va pas beaucoup plus loin pour creuser. Ou on n'a pas forcément l'information réelle qui nous permet de pouvoir sortir des startups qui sont vraiment différentes. Exactement. Tu vois.
Maintenant, si ça pour revenir sur l'affaire d'investissement, là, bon, quand même, il faut voir. Tu vois une startup qui vient de dire je fais 10 milliards de dollars par mois en transaction. Qu'est-ce que tu penses? Que ça, c'est même moi aussi. Mais généralement, là, tu vois, les VC, quand ils voient 10 millions ou bien 10 milliards, ils voient l'argent. Exactement. L'argent circule là. Ils voient leur C'est pourcentage. l'argent des startups. Non, c'est pas les argent. On sait tout, c'est pas les argent. C'est ce qui crée aussi la hype dont tu as parlé. Eh ouais, il y a une hype. Quand ils prennent Flutterwave, Paystack, bon, tu vois, c'est des fintech. Tout à fait. Donc, c'est des fintech qui ont créé cette hype-là au Nigeria. Exactement. Et après, il y a aussi beaucoup d'autres fintech qui ont émergé. Hein. Exactement, exactement. Beaucoup d'autres qui sont à YC. Bon, je ne me souviens pas de certains noms. Mais en Côte d'Ivoire, ici aussi, on fait une analogie, ou bien même au Bénin, on se rend compte aussi que c'est les fintech. C'est-à-dire, quand on prend un pays, n'importe lequel, si le pays a levé des fonds, la plupart du temps, C'est la fin. c'est fintech. Mais donc, la question que je posais, c'est vrai que bon, on a aussi des problèmes de santé, hein, de santé en Afrique. On a aussi des problèmes d'agriculture. On a aussi des problèmes dans d'autres secteurs. Mais pourquoi Pourquoi la la fin? fintech d'abord? Bon. Vas-y, Dexter. Je pense qu'avant d'arriver à là, si c'est ces problèmes-là, me dire que le VC, il regarde sur un autre plan. C'est-à-dire, la fintech, c'est les réseaux au fait qui vont permettre de pouvoir développer les autres secteurs. Exactement. Parce que si on n'arrive pas à faire dépasser l'argent rapidement des prospects et autres directement vers la cible, c'est déjà compliqué. Là, je me souviens, lorsque j'ai lancé ma première application en 2013-2014, le problème, c'est qu'il n'y avait pas encore les API de Orange Money qui étaient accessibles réellement. C'était... fintech avant API. Non, pas FinTech. Il était dans l'éducation. EdTech. Voilà. Et c'était assez laborieux. Et là, maintenant, on se retrouve au fait dans ce point d'injonction là où toutes les startups sont vraiment B2C, très peu B2B. B2B, exactement. Et côté B2B, il y a vraiment du travail à La faire. matière. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Là, il y a quelques entreprises qui sont vraiment focus sur ce segment-là. Mais il y a vraiment du travail. Et lorsqu'on regarde, par exemple, l'univers FinTech francophone et l'univers FinTech au Nigeria, c'est totalement différent. Il y a des FinTech au Nigeria qui te permettent même d'accéder à ton compte bancaire des clients. Ils te permettent même de pouvoir faire le KYC, savoir si réellement le client, Ouais. les fonds sont disponibles, ce genre de choses-là. Pour le moment, ici, il y en a même qui te permettent directement de pouvoir créer tes cartes virtuelles et Tout à autres. fait, tout à fait. Ici, pour le moment, tu peux compter le nombre de startups, de fintech qui sont capables d'aller jusqu'à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a? Bon, ici, La législation est très compliquée. exactement, en fait. C'est la législation qui fatigue, en réalité. Parce que, il parlait tout à l'heure du Nigeria. Là-bas, il y a l'open banking. Exactement. Donc, il y a une plateforme comment je vais appeler ça, le Bank of Nigeria a créé qui permet aux startups de se plugger et puis d'avoir accès, en fait, aux différents, je vais dire, je connais, Et s'il y a NIPS, par exemple, pour Adlibs qui est là, on te permet de faire des dépôts, retraits de comptes bancaires et autres, en fait. Tu vois. Et les banques là-bas encore sont très, je veux dire, beaucoup plus coopéra- stressé. en fait, elles sont beaucoup plus flexibles. Tu vois. Donc, alors que malheureusement, ici, moi, je me souviens, quand on a commencé à parler d'open banking, on allait faire même 2 jours de colloque. C'est 3 jours, même, 3 jours de colloque. Finalement, on ne sait pas où on en est. Je sais que après ce colloque, on a eu bon, pas fêtière, mais on a eu c'est quoi le comité, je vais dire, l'association de fintech qui était créée et tout. Mais on en parlait d'open banking pour pouvoir permettre en fait aux startups de pouvoir faire la même chose comme au Nigeria. Mais c'est très difficile aujourd'hui pour une startup de le faire. Pourquoi? Parce que la législation ne lui permet pas de le faire. Donc, c'est assez difficile, je pense, dans ce cadre-là, pour nous aujourd'hui d'être comme le Nigeria. Cependant, je prends le cas du mobile money. Aujourd'hui, quand tu regardes le mobile money, c'est des milliards et des milliards d'argent qui sont dressés en fait. Donc, de manière macro, quand tu regardes de manière macro, tu te dis, la fintech, c'est un gros secteur parce que chaque jour ou bien chaque année, le taux de transaction, le montant de transactions augmente, la valeur des transactions augmente. Donc, on se dit, il y a beaucoup d'argent là-bas. Et si c'est une bonne startup qui arrive à même tirer son épingle du jeu, avoir 1%,
d'un pourcentage de ces transactions-là, elle s'en sort. Donc, finalement, je veux dire, en vrai, c'est juste parce que de manière macro, la fintech paraît plus intéressante. Macro, c'est plus intéressant. Et comme il a dit, ça permet aussi de faire quoi? De pouvoir Déplacer. toucher un jour, ouais. d'autres secteurs, Ouais, c'est tu vrai. vois. Donc, c'est aussi simple que ça. Et je pense qu'il y a plus d'innovation actuellement. En tout cas, de l'autre côté, Oui. au Nigeria, je vais dire, il y a beaucoup plus d'innovations qui sont faites. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de modèles qui sont explorés comparé à ce qui se passe en Afrique francophone. Et je pense que là, en fait, au Nigeria, par exemple, ils ont dû forcer, les banques en fait, ont dû forcer pour être beaucoup plus dynamiques parce qu'elles ont réellement pris conscience du danger du mobile money pour leur business model. Yeah. Elles ont pu voir au Kenya ce qui s'est passé avec Safaricom et autres. Elles ont vu le marché francophone. Elles se sont dit, OK, si on n'offre pas rapidement, on laisse pas la possibilité au fait aux utilisateurs de pouvoir déplacer les agents à loisir et pouvoir intégrer rapidement les startups. Bon, un opérateur téléphonique peut juste se lever, avoir son Momo et faire les dépenses. Mais lorsqu'on regarde même les chiffres de Momo, Mobile Money au Nigeria, c'est quasi insignifiant. Ouais, rien. Il y a- c'est- et les taux sont beaucoup plus élevés que faire les transactions bancaires. Moi, Ce j'étais qui est totalement investissé. étonné. C'est au Ghana que j'ai appris que j'utilise absolument pas le mobile money. Ah bon? Oui, c'est au Ghana, je discutais comme ça parce que j'aimais beaucoup discuter avec chaque, on va dire Kenya. J'ai discuté avec les Kenyans pour comprendre un peu l'écosystème. Aussi les Nigériens, les Ghanéens et tout. Et quand je suis arrivé sur un Nigérien, il m'a dit en fait que oui, je n'utilise pas mobile money. Au fait, pour moi, dans ma tête, c'était une évidence que dans toute l'Afrique, ils utilisaient voilà, le mobile money parce qu'on dit en fait que c'est le mobile money qui a placé l'Afrique sur la carte du monde en termes, voilà, parce que l'innovation, Tout à fait. le mobile money, ça vient d'Afrique. Donc j'étais carrément étonné. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Je me suis dit pourquoi. Mais pourquoi est-ce que vous allez utiliser des cartes, des transactions bancaires? Est-ce que c'est pas lourd? Parce que lorsqu'on regarde en Côte d'Ivoire ici, bon, quand tu transfères d'une banque à une autre, 2 jours. C'est-à-dire, l'argent que j'ai envie d'avoir maintenant, je t'ai vendu mon service ou mon produit, je veux mon argent, je vais attendre 2 jours. Donc, on utilise tous le mobile money. Par contre, là-bas, c'est peut-être parce que ces transactions-là sont tellement fluides et j'étais étonné de voir que c'était effectivement fluide quand je suis allé au Nigeria. De EcoBank à AFG ou une autre banque, UBA par exemple, c'est instantané. C'est instantané. Donc, je me suis dit, attends, mais où est-ce que les telcos ont failli? Parce qu'ici, c'est parce que les telcos, voilà, les gros opérateurs téléphoniques se sont rapidement précédés. Donc, qu'est-ce qui a fait que là-bas, c'était plus les banques qui ont imposé? Bon, comment j'ai discuté avec ma collègue, elle m'a dit rapidement que il y a une discussion entre les banques. Ils se sont rendus compte que ils allaient se faire manger rapidement par les mobile money. Donc, ils essaient d'innover très rapidement parce qu'ils ne voulaient pas perdre des parts de marché. Et là, par exemple, il y a une banque avec laquelle on travaillait, et elle, au Nigeria, et c'était la première organisation de ce type-là, lorsque le Covid a frappé, qui nous a demandé des développeurs en remote. Wow. Une banque qui dit, on veut une trentaine d'ingénieurs en remote. Une banque. Une banque. Hmm. La première fois qu'on a entendu cela, que nous ont contactés, on s'est dit, C'est bizarre. toi, c'est bizarre, est-ce que c'est vraiment la banque et tout ça? Et lorsqu'on s'est renseigné, on s'est rendu compte que oui, c'était eux. Remote en Mais les ingénieurs, on a travaillé pendant plus de 2 3 ans avec eux et c'était assez fluide. À chaque fois, ils demandaient des nouveaux ingénieurs et tout ça. Et c'est lorsque le Covid a commencé à changer, tout cas à baisser, que les choses ont un peu évolué. Mais ils avaient fait pourquoi? Parce qu'ils voulaient être une banque digitale. Et jour. je ne vais pas dire le nom de la banque, mais c'est l'une des plus vieilles banques nigérianes. C'est-à-dire, si elle qu'on pouvait parier que elle n'allait pas réellement forcément réussir sa transformation digitale, mais sont allés très rapidement dessus. Hmm. Donc, il y a ce volet-là. Ouais. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus innovants là-bas. Et c'est très concurrentiel, hein. Il y a plein de banques au Nigeria. Ah, mais, Il y a énormément de bah, banques. ça va changer, tu sais ça. Ah bon? En Afrique. Ah bon, je vais dire en tout cas dans la BCAO. Ça va changer avec les nouveaux systèmes. Interopérabilité. Exactement, ça va changer. Est-ce Donc. que ça va changer aussi vite que
Bon, ça prendra, tu sais, Ça serait un duel, hein, c'est-à-dire les banques contre les telcos. moi je pense un peu comme, comment je vais dire ça? Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, notre écosystème aujourd'hui est vraiment en train Bien sûr. de naître. Des nerfs, ouais. Donc, je vois ça comme un bon pas en avant, je suis sûr, bien sûr. Et je pense que les telcos ont fait partie des premières entreprises qui ont eu à utiliser le système pour s'assurer que ça marchait bien et tout ça. Donc, je pense que ça va venir, ça va venir. Peut-être qu'on ne sait jamais, dans 2 ans, on va se rendre compte que Open Banking, Ouais, en 5 secondes, tu envoies de l'argent à UBA via EcoBank et ça passe très bien. ouais, ouais. Donc ça risque d'être un gros choc quand même pour les telcos, hein. Pour les telcos, Est-ce qu'on va encore utiliser Wave? moi je te dis, je pense que ça sera un plus gros choc pour les fintech. Oui, Que le les fintech. telcos. Pour les Oui. D'accord, parce qu'actuellement, tu penses que les fintech ont surpassé les telcos. Non, je ne parle pas que ça se passe à tel coup, mais les fintech, en fait, n'ont pas de vraiment. Leur plus-value aujourd'hui, c'était l'interopérabilité. Ouais, je m'en. C'est ça qui font les trucs de paiement, là. Plutôt envoi d'argent et tout, là. C'est l'interopérabilité. Comblait juste un vide, au fait. C'était juste un vide qui venait combler. Mais ce vide-là était balayé, en fait, du revers de la main. Donc aujourd'hui, toi, tu te bases vraiment sur quoi pour que moi, j'utilise ton application, en fait? Parce que maintenant, tu peux utiliser l'application de ma banque et puis envoyer de l'argent sur mon mobile money, envoyer de l'argent sur mon Wave. Et puis aujourd'hui, Wave a même c'est l'un des émetteurs de monnaie électronique. Ah, Donc Wave aussi va commencer à le faire tranquillement. Donc la fintech, sachant que tu n'avais que l'avantage technologique de savoir le faire, mais aujourd'hui cet avantage n'existe plus en réalité. Donc comment tu t'en sors si tu es une fintech de paiement ou un agrégateur par exemple? Surtout l'agrégateur, ça peut être Comment tu t'en sors? compliqué à venir. ah, c'est une question. Et ça me fait penser en même temps, parce que j'étais en train de faire l'analogie avec le Nigeria. Ce que je me dis, ce que tu dis, c'est très intéressant, mais là-bas, il y a toujours des fintech. On prend une fintech comme OP, leur proposition des valeurs, c'est pas. C'est-à-dire, la plupart des fintech au Nigeria, leur proposition des valeurs, c'est pas le transfert d'argent, en réalité. Tu vois, OP, par exemple, bon, ça te génère une carte. Je peux avoir une carte virtuelle, tu peux voilà, faire des achats en ligne, tout et tout. Donc, je me dis que ici, si on veut faire une analogie, est-ce que tu es en train de dire que la seule startup qui va peut-être réussir à sortir sa tête de l'eau, c'est Jamo? Peut-être, je vais dire Bon, quoi, Pay aussi, hein. je pense qu'elles vont évoluer. En fait, elles devront changer. Et qu'est-ce qu'elles font pas actuellement, elles feront plus tard? Imagine, je prends une startup classique, un agrégateur de paiement classique. Ce que je me dis actuellement, c'est qu'en tant qu'agrégateur de paiement, si je veux pouvoir offrir, comment je vais dire, à mon client de payer directement sur ma plateforme, mais sur mon application, c'est toi que j'intègre. Ouais. Mais aujourd'hui, à un moment, en fait, la banque, bon, la BCA me permet de pouvoir avoir accès directement, en fait, à ces API. Donc, pourquoi je vais t'intégrer, en fait? Je pense qu'il y a un autre aspect aussi avec Wave, mais ça on a parlé beaucoup sur cet épisode-là, qui donne maintenant les API pour machin, qu'on peut directement sur le site internet et faire les paiements. Exactement, hein. Et là, c'est vraiment, en fait, ça peut être un coup dur si c'est généralisé. Parce que lorsqu'on regarde, par exemple, avec un IP, on voit ce que ça peut donner. Donc, je me dis, là, présentement, les startups qui sont déjà bien établies dans ce domaine-là, elles devront, en fait, pouvoir réellement suivre le mouvement du marché, pouvoir proposer des solutions pour être toujours relevantes. Parce que là, on se rend compte même, il y a de nombreuses applications similaires à Jamo qui émergent là maintenant. Je pense qu'il y a au moins plus de 4-5 applications qui font, tu vois, déjà pratiquement la même chose. Push, ils sont un peu là Oui, oui. depuis longtemps. Il y a Nafolo. Il y a un follow qui est arrivé. Ils ont quand même un bon projet aussi, hein. Il y avait une nouvelle application même récemment, C'est utilisée par un ami. C'est le nom que je n'ai pas retenu, mais c'est la Ah, même chose Bantu? aussi. Non, il y a Bantoupé, oui, Oui, c'est vrai, il y a il y a Bantoupé. Bantu qui est là. Oui, il y a des Inus. Et Ça vient. Ouais, ils font les mêmes choses que Jamo, mais est-ce qu'ils ont les mêmes ressources? C'est ça bon, aussi. là-bas, c'est pas forcément la même chose, hein. Ils ont tous une Plus-value. plus-value. Mais après, maintenant, pour se différencier dans l'esprit du consommateur, c'est là qu'il y a du travail. Mais je me Oui, dis, je pense que c'est pour utiliser Nafulo, très sincèrement, je vois pas la plus-value. Ouh.
C'est un coup dur pour... c'est un coup dur pour Nafolo, hein, si tu coupes. Oui. À part peut-être l'expérience qui est différente, mais pas forcément meilleure. Voilà. Par exemple, j'ai eu à discuter avec le CEO de Push et il a réussi à me démontrer que lui et Django, c'est pas pareil. C'est-à-dire, ils ont peut-être un marché voilà, similaire, mais lui, il a pensé sa carte d'abord pour les agriculteurs. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils. C'est pour ça que son marketing même est un peu focus. C'est maintenant qu'il essaie de. Ah, il essaie un peu de tu vois un peu ce que je veux dire? Ben, Voilà. bon, là où je vais peut-être push back, je vais push back un peu pourquoi je dis ça. En vrai, où il a vraiment changé, c'est la cible. Ouais. Sinon, fondamentalement, le produit en lui-même, il est similaire à Django. Similaire. Ouais. En vrai, où il a vraiment changé, moi, je pense que c'est la cible. C'est-à-dire, au lieu de cibler, on va dire, je ne vais pas dire un peu tout le monde, mais au lieu de cibler, par exemple, les marchands, les e-commerçants, comme Jamou l'a fait, moi, je vais cibler simplement les personnes qui n'ont pas forcément accès aux services financiers comme ceux-là. C'est pas bancarisé. Ouais, c'est pas bancarisé. Donc, moi, je pense que son innovation aujourd'hui, c'est au niveau, c'est là-bas. Mais en vrai, quand on regarde le produit en lui-même, sauf si derrière, il y a tout un... Oui, et je pense qu'il y a ça. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Derrière, je pense qu'il y a Oui, ça. il y a beaucoup de choses différentes. Je pense qu'on aura l'occasion de l'inviter ici. On aura l'occasion de l'inviter. Ce sera vraiment un honneur pour nous. Et ouais, il pourra aussi nous parler parce que on a eu une discussion de près de 40 minutes. Vraiment, j'étais convaincu. Mais comme c'est un peu long, je ne vais pas forcément tout déballer ici. Je le Non, laisse. c'est mieux, c'est mieux. Voilà. C'est mieux qu'ils viennent ici. Dans la tête, lesquels nous expliquent. Exactement. Non, mais non, Je pense aussi pour Nafolo, par exemple, moi, ce que j'ai bien aimé avec la fonctionnalité des cartes virtuelles. ah Tu oui, peux générer des cartes virtuelles temporaires. on peut tuer là. Oui, temporaires, juste pour une transaction. Exactement. Même si ça t'a coûté 500 francs, mais au moins, tu es sûr que il y aura quelqu'un qui va utiliser ta carte après encore pour faire des Exactement. paiements. Moi, ce qui me fait peur, c'est que tu vas prendre peut-être une année ou 6 mois pour développer un produit. Ta plus-value sera ce que tu viens de dire, par exemple. Et Jamon se réveille demain et décide de faire la même chose. C'est le game. Donc, moi, c'est pour ça que je me dis, quand on parle de plus-value, c'est-à-dire même si des géants, regarde par exemple Wave, même si un géant comme Orange, bon, après ils se sont remis aussi, ils disent qu'eux aussi, eux aussi vont faire 1%, mais on utilise tous Wave actuellement, même le boutiquier du quartier. C'est-à-dire, c'est là même que tu vois que Wave a fait tellement fort. Tu arrives à la boutique, tu n'as pas l'argent sur toi, tu peux payer par Wave. Ouais. Tu le vendais même de choukouya, tu peux payer par Wave. Et ça, c'est difficile à faire changer. J'étais un peu compliqué. C'est ça que j'appelle plus-value. Vraiment, il y a des bonnes choses, ça arrive une fois chaque décennie, quoi. Bien sûr. Donc, actuellement, là, si quelqu'un réussit à faire, bon, pas tomber Django, mais titiller Django. Après, moi, je pense que chacun a différentes Ouais, lanes, en fait. en tout cas, c'est Différents bénéfique, en fait, Exactement, en fait. pour nous. Hein, c'est bénéfique pour nous. Et après, ça pourrait faire peut-être tomber les frais. C'est ce que j'espère. Si c'est pas Tomber ça. Tomber les frais. Les frais de transaction. là, c'est bad. Donc, là, c'est bad. Alors, toi, la concurrence, et puis c'est bien aussi pour l'écosystème. Donc, en deuxième lieu, on a aussi l'e-commerce et la logistique qui ont 9 deals. Donc, quel est déjà ton regard sur l'e-commerce? Est-ce que E-commerce. ouais. Je pense que l'e-commerce classique à la Jumia nous a montré ses limites. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je vois, hein, même je viens de dire au Nigeria, ou que ce soit au Ghana, aujourd'hui, ces startups sont en train de se, comment je vais appeler ça, se tourner vers le social commerce, tu vois. Elles vont utiliser différents modèles, hein, différentes manières d'y arriver, mais aujourd'hui, c'est en train de changer vers le social commerce. Et même aujourd'hui, je pense que c'est assez représentatif de comment même les gens achètent aujourd'hui. Exactement. Est-ce que tu peux rapidement expliquer un peu c'est quoi le social commerce? Ok, le social commerce, simplement, c'est le commerce à travers les réseaux sociaux. Ou bien en mettant les réseaux sociaux, en fait, j'ai envie de dire, c'est quoi le mot? La contribution, en fait. À contribution, voilà. Enfin, Je vais s'habituer, tu vois. Et comme je le disais tout à l'heure, quand tu regardes aujourd'hui la manière dont les gens achètent, moi, il n'y a pas longtemps, ma soeur me disait qu'elle suit un live
Et puis on montre les jeans. Et puis elle dit, on veut ça. Je veux. Exactement. Et puis on dit, ok, c'est bon. Madame Tan a dit, elle veut ça. On met à côté. Tu vois un peu. Donc tu vois que finalement, c'est en train de changer un peu de ce que Jumia fait. Ok? Même si Jumia, oui, ça va. Bon, relatif. Mais je veux dire, c'est en train de changer. Je pense que c'est ça, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de fonds qui y vont. Parce qu'on voit le changement, on voit que ces startups-là ont c'est quoi le mot? Un modèle différent de ce que Jumia essayait de faire. Et ça marche très bien. Et je pense que ça leur permet aussi d'être, en termes de bottom line, d'être beaucoup plus positif que Jumia a pu réaliser. Parce que malheureusement, le modèle de Jumia, ça montre ses limites en termes de marketing. Tu n'as pas assez d'argent, tu ne peux pas y arriver. Et puis aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont toujours pas profitables. Tu vois. Donc, moi, je pense que c'est ce cycle-là qu'on est en train de voir. Et je pense que ça fait que ça attire beaucoup plus de fonds. Parce que le modèle est complètement différent de ce que Jumia essaie de faire. Mais est-ce qu'il y a des startups e-commerce qui font totalement un modèle différent de ce que Jumia propose? Par exemple, quand tu parles de social commerce, ça me fait directement penser à TikTok. Lorsqu'on défile sur TikTok, on voit les lives. Bon, c'est TikTok même qui a vraiment vulgarisé cette nouvelle manière de faire. C'est un peu comme si tu marchais, tu étais au marché et tu le vois en live comme ça. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des startups en tant que telles en Afrique, bien en Afrique, bien bon, on va dire au Nigeria, c'est Nigeria le plus. Non, je vois que tu connais une startup quand même. Il y a une startup qui est sortie de chez nous, quand même, bon, Bon, c'est vrai, on n'a pas dit, mais on s'est pas bien présenté. Mais on a tous été bon, dans une sorte d'incubateur ou bien de dire d'entrepreneur. La startup La ouais, startup est passée par YC. ouais, ils sont totalement sont différents de ce que. Exactement, de ce que je viens faire. C'est du Tendo. Ouais, c'est Bien sûrement. Thomas. C'est social commerce en réalité. Mais c'est caché derrière, c'est du. Je suis un wholesaler, un grossiste. Je suis un grossiste et j'ai envie de vendre. Et je permets donc à des personnes de faire quoi? D'utiliser leur aura et de vendre sur le net pour moi. En fait, c'est le social commerce en réalité. C'est vrai. Tu vois. Là, par exemple, il parlait en fait de l'habitude de consommation. Là, par exemple, moi, lorsque je dois commander quelque chose sur Jumia, on va me livrer peut-être entre 1 à 5 jours en moyenne, souvent 3 jours. Mais lorsque tu commandes, par exemple, avec quelqu'un, un machin sur Facebook ou autre, c'est 30 minutes, tu es livré. C'est-à-dire, tu commandes et tu dis, OK, oui, le produit est là. Il va utiliser, par exemple, Yango ou Glovo Exactly. et il t'envoie ton article. Tu n'as plus à attendre encore ces fameux 2 jours, 3 jours avant d'être livré. Et là, au fait, cette value proposition-là, elle est énorme, au fait. Et c'est sur ça, en fait, que Yango, par exemple, est en train de réellement capitaliser Tout avec à le fait. nouveau volet Tout à fait. e-commerce. Parce Tout à que tout fait, un ouais. chacun maintenant peut juste ouvrir son application Yango et dire qu'il vend des chaussures et autres. Exactement. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui est intéressé, directement, une moto récupère l'article et c'est Exactement. bon, c'est terminé. Exactement. Et ça, je pense que là, j'ai un petit trou de mémoire, mais il y a une entreprise, par exemple, je pense qu'on a rencontré au plateau lors du L'Africa Arena. Africa Arena, qui faisait ce type d'application-là. Yamp. Yamp, Ah oui, Yamp, je vois. Mhm. oui, Yamp. Donc, je pense que ce serait intéressant pour ce type de start-up-là de pouvoir réellement réaliser ce que c'est fait sur Yango et pouvoir les utiliser rapidement pour pouvoir desservir leurs clients. Mais derrière, il faut être assez stratégique, hein, parce qu'on sait tous que en matière de e-commerce, il y a de nombreuses problématiques. Il y a la sécurité, il y a des marchandises à transporter et autres. Il y a les coûts, les partenariats aussi solides à pouvoir tisser. Donc, ça demande à ce qu'il y ait des fondeuses qui aient, je vais dire, une solide expérience, au fait, dans le secteur de la delivery, au fait, pour que ça fonctionne. Parce que, à la fin, les marges ne sont pas forcément énormes. C'est pas forcément énorme. Et donc, il faut pouvoir faire des économies d'échelle pour que ce soit rentable. Ouais, je pense. Et c'est là le gros souci avec les sites de e-commerce. Il faut s'assurer que les vendeurs et toute la logistique puissent suivre, au fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà.
Maintenant, le e-commerce, il y a un secteur aussi qui est en train de boomer, hein, le B2B. Le e-commerce B2B est en train de boomer, en fait. La market force. Oui, à la je dirais peut-être à la MAD, dans le sens de je suis un manufacturer, je voudrais pouvoir envoyer À la Cindy. Je sais pas. la Chopa. Oui. Ouais, Voilà. c'est Exactement, à la Chopa. Chopa, la Cindy, Chopa, tu vois. market force. À peu près. Je voudrais. On va donner peut-être description. Qu'est-ce que Chopard faisait? Oui, vas-y. Non, vas-y, là, il a bien commencé. C'est, bon, en gros, c'est de l'e-commerce B2B. C'est-à-dire, ils ont des partenariats avec les manufacturers, c'est-à-dire les fabricants ou les gros C'est distributeurs. ça. Donc, ils prennent les produits en gros et à travers la plateforme, des détaillants un peu plus petits passent commande et ils font la livraison. Exactement. Donc, c'est en gros ça. Exactement. Donc ça, par exemple, actuellement, c'est en vogue. Tu vois, c'est en vogue aujourd'hui parce que bien sûr, comment je vais appeler ça? Nos marchands veulent pouvoir dépenser moins pour avoir les produits. Donc, ce type de solution leur permet de pouvoir avoir les produits à moindre coût. Tu vois. Donc, ça aussi, c'est en train de boomer, tu vois. Et parfois, dans l'e-commerce, parfois aussi, les gens mettent la logistique. Donc, je pense que tu as parlé de logistique tout à l'heure. Ouais, ouais. Donc, des entreprises comme PAPS qui permettent, par exemple, de programmatiquement pouvoir créer des livraisons. Si toi, tu crées, par exemple, tu parlais de start tout à l'heure, qui allait peut-être créer son truc de social commerce, et puis, mais qui a besoin de faire la livraison. Donc, au lieu de laisser le client passer par Yango, tout ça, tu peux passer par des solutions ainsi, avec peut-être vont offrir des API qui te permettront donc de pouvoir programmatiquement en fait créer une livraison. Parce qu'on imagine que la personne va acheter un iPhone 16 et tu vas le faire passer par une moto Yango. Est-ce que c'est seulement ce que pour un business, au fait, lorsqu'on commence à scale, pour pouvoir passer par ce type de partenaires comme PAPS ou aux entreprises de logistique là, qui, eux, Logistique, exactement. apportent l'assurance, au fait, au cas où il y a un souci. Et c'est cela, au fait. Exactement. Donc, je pense que le e-commerce est en train de boomer. Je pense qu'il y a différents layers, il y a différents niveaux. Et c'est super intéressant de voir après ce qui se passe. Je pense que l'année passée, c'était même pas parmi les deals, en fait, en termes de nombre de deals qu'il y avait. Mais c'est intéressant de voir ce que j'ai eu l'année passée. Excuse-moi. 2023. 2023. 2023. Donc, est-ce que c'est lorsqu'on est un grand pays touristique que, bon, je suppose que quand l'écosystème est assez développé, l'écosystème touristique est développé, qu'il peut avoir beaucoup d'applications qui permettent aussi des facilités. Je me demande, par exemple, nuitée au Maroc, qu'est-ce qu'ils font? Parce que j'ai l'impression que dans le tourisme, il faut pratiquement la même chose. C'est-à-dire permet de découvrir. Je me demande, est-ce qu'on peut creuser? Parce que tu parlais tout à l'heure de creuser un peu, de creuser un peu. Sincèrement, parce qu'on a aussi essayé, tous ceux qui sont passés en Best, Ok. Et c'était quoi? c'est des idées. Et c'était quoi? C'est la même chose. Bon, j'ai un peu oublié le nom. J'ai un peu oublié le nom, mais c'est à peu près la même chose. Elle dit, bon, permettre aux étrangers de découvrir les espaces à explorer. Ça te permettait aussi de découvrir, comment dire, les hôtels qui sont là, tu vois, les guides. Et qu'est-ce que le boss a dit? Le boss, qu'est-ce qu'il a dit? L'idée me montre même avant d'arriver. Avant d'arriver chez le boss. Il vaut tranquillement, il vaut très vite. Non, mais en fait je crois que YC l'avait bien placé. Ils appelaient ça des idées. Ils appelaient ça comment? J'ai oublié les thèmes. Mais c'est des idées qui sont là dans l'air du temps. Exactement. Ce sont Chaque flexibles, en quote, fait. chaque quote, tout le monde pense à ces mêmes idées-là. Exactement. Tout le monde. Il y a une autre idée aussi qui me vient en esprit. C'est-à-dire, vous voyez ceux qui aident. C'est-à-dire, par exemple, moi, je voyage beaucoup, j'ai un peu de place dans ma valise. Oui. Quelle idée? Voilà. C'est ça. Quoi? Wow. Tu te poses des questions, mais comment j'ai ça là? Là, pour revenir à l'autre chose, c'était par rapport au Kenya. Il a eu la chance de pouvoir accompagner un entrepreneur kenyan via Impact. C'est une organisation allemande. Et avec cet entrepreneur-là,
Ce qu'il faisait, c'était qu'il mettait à disposition des chambres, au fait, et des expériences assez uniques, au fait, au Kenya. Parce que ça m'a plu parce que j'avais déjà traversé ce sujet et j'avais vu comment il avait implémenté. Et lui, à son niveau, il devait se battre contre les géants, en fait. C'est-à-dire Hotel.com et Airbnb, Airbnb. toutes ces grosses plateformes-là. Parce que lorsqu'un étranger vient, il va passer nécessairement par Ouais, c'est pas ces plateformes pour pouvoir booker ses expériences. Mm. Et donc, lui, il devait faire l'inverse. Il devait pouvoir capturer déjà cette démarche-là directement depuis l'Afrique. Et c'était compliqué, mais il arrivait à s'en sortir et on avait trouvé des stratégies où il pouvait s'appuyer au fait sur des, il va dire, des influenceurs locaux pour pouvoir pousser au fait son brand au fait. C'est-à-dire, au lieu de se focaliser sur les étrangers qui venaient, pouvoir regarder beaucoup plus le tourisme local. Mm. Comment essayer de capitaliser ces personnes-là qui ne connaissent pas le pays, Mm. qui ne connaissent pas les différentes régions et autres, les attirer pour leur dire, dans ton propre pays, il y a ce coin-là, qui est beau et qui a tous ces trucs, facilités-là que tu ne connais pas. Tu pourrais venir là ou au lieu d'aller juste à Dubaï, prendre les photos dans le désert, il y a ce coin qui est là. Donc, c'était les shifts, au fait, qu'on a essayé de mettre en place et c'était assez intéressant, en fait. Wow. D'accord, donc moi je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. C'est pas le premier, c'est pas le bon, c'est le premier, mais c'est pas le dernier épisode. Donc on aura aussi d'autres occasions de rentrer de parler d'autres choses, d'entrer encore dans d'autres détails, de start-up, de levée de fonds, hein. Moi je pense que pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vais le faire. Donc, Michael, qu'est-ce que ça maintenant? Après, c'est plus bizarre. Bon, comment on se sent? Tu sais, quand je n'ai pas habitué à l'audiovisuel, je te pose des questions. Mais après, donc, tu es avec une bande d'amis, ça passe quoi, chaud. Ça passe. Donc, on a parlé de arrêter ce dont on parle offline. Donc, je pense que c'est cool, quoi. J'espère dans le public, que les gens sont beaucoup plus à l'aise encore. Tu vois, voilà. Toi, peut-être c'est quand? Alors, à mon avis, c'est la même chose, hein. Déjà, pouvoir discuter ces thèmes-là, parce que d'habitude, en discute offline, on fait beaucoup de débats. On essaie, au fait, aussi, de donner des conseils au niveau de nos propres business. Et donc, je pense que ça, c'est l'occasion, en fait, de pouvoir discuter ce qu'on fait déjà en offline avec le public. Et aussi, à venir aussi inviter les personnes qui vont aussi pouvoir partager leur expérience et puis vous aussi apporter aussi leur pierre à l'édifice. Tout à fait, tout à fait. Super, donc c'était le premier épisode de Rising Classic. À très bientôt. Ciao.